À la une de l'actualité ce dimanche, 1,5 milliard de francs CFA pour encourager les femmes, les jeunes et les déplacés internes à s'intéresser à l'agriculture. Le programme dénommé Projet d'irrigation localisée et de résilience agricole a été officiellement lancé hier à Waïguia. Nous y serons en début de journal. Attention, une fois à Ouagadougou, aux abords du parc Bangrou-Yogo, il faut savoir où mettre les pieds, surtout quand il pleut. Reptiles et crocodiles font la loi ces derniers temps dans les parages. La gestion des crocodiles de Bangrou-Yogo, dossier à suivre dans un instant. À l'international, l'économie mondiale presque anéantie par le Covid-19, les 27 de l'Union européenne cherchent la bonne formule pour se relancer. Au moins un fonds de 750 milliards d'euros à mobiliser, mais déjà des voix discordantes sur la répartition des prêts et subventions à accorder. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Le projet d'irrigation localisée de résilience agricole est un programme fruit de la coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche. Un projet d'1,5 milliard de francs CFA axé sur la maîtrise de l'eau et la résilience des communautés. Il prend en compte les femmes, les jeunes, mais aussi les déplacés internes des régions du nord, des hauts bassins de la boucle du Moun et du centre-ouest. Remise d'intrants et d'équipements agricoles pour donner le ton hier à Waïguia. Issoufou Kabouré, Abdul Rasmane Zongo. Voici un projet pour 4 régions du Burkina Faso, le projet d'irrigation localisée et de résilience agricole au Burkina Faso, lancé ce 18 juillet à Waïguia. C'est un projet pour travailler dans la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire l'irrigation et la résilience des communautés. Et ce programme va surtout toucher les femmes et les jeunes et les personnes déplacées internes. D'une part, 5 coopératives reçoivent individuellement un tracteur, soit au total 5 tracteurs, et d'autre part, 2000 agricultrices, dont 500 personnes déplacées, bénéficient de plus de 200 motopompes, des tonnes d'intrants tels des engrais et des semences améliorées. Si les femmes bénéficient de quelque chose, donc c'est toute la communauté qui a bénéficié. On va pousser les femmes à travailler davantage dans le maraîchage et l'agriculture. Ce projet a été rendu possible grâce à la facilitation financière de la coopération autrichienne. C'est suite à des résultats très concrets que nous avons vus et qui ont fini de nous convaincre, mais c'est autre chose aussi. C'est la consécration d'un partenariat vraiment très développé entre le Burkina et l'Autriche. Donc, eu égard à tout ceci, on ne peut pas être insensible. Le projet a un coût de plus d'1,5 milliard de francs et concerne les régions du Nord, des hauts bassins, de la boucle du Moun et du centre-ouest et vise à terme à minimiser ou à enrayer la précarité des populations bénéficiaires dues aux effets du terrorisme et du Covid-19. Des modules de formation orientés vers l'agriculture. L'Institut international Ben Gourion forme également en technique d'élevage assortie de diplômes en licence et master professionnel. La filière énergie solaire est aussi prise en compte dans cet institut qui vient d'achever sa première année académique sur une note de satisfaction. Adama Gueti, Moumouni Soubeiga. Institut international Ben Gourion, une nouvelle école de formation professionnelle et d'enseignement technique dans le système licence master. Formé pour faire face à l'impossible, c'est la devise de l'Institut. Et l'approche développée par Ben Gourion est de former des jeunes professionnels et qualifiés pour transformer le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso. L'Institut met beaucoup plus l'accent sur l'innovation, la formation par apprentissage, la mise en place d'une stratégie de formation couplée avec une incubation entrepreneuriale, même avant la fin de leurs études. Et aujourd'hui, l'Institut international Ben Gourion achève sa toute première année académique. Au cours de cette année académique 2020, l'école a pu former 760 jeunes en énergie solaire. Nous avons commencé avec 3 étudiants en BTS agriculture. Donc à ce jour, nous pouvons dire que pour l'énergie solaire, on a déjà formé près de 760 jeunes en partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables. Nous planifions encore de former près de 1000 producteurs sur les techniques innovantes de production du manioc bio. Un renforcement des capacités que cette première promotion juge déjà satisfaisant.
On a eu apprendre ce qu'on a voulu apprendre cette année. On a eu à faire la théorie, un peu de pratique. Ils ne veulent pas former quelqu'un pour aller déposer un concours. Ils veulent éveiller en nous le sentiment d'entreprendre. L'Institut international Ben Gourion regorge d'un personnel enseignant professionnel et engagé, selon le président directeur général de l'Institut. Je le disais en début de journal, une scène de balade des crocodiles. Rien que mercredi dernier, juste après la pluie diluvienne, les sauriens du parc Bangrou-Yogo se sont sauvés de leur biotope pour prendre la route en otage. Les usagers obligés de leur céder le passage s'inquiètent tout de même sur la cohabitation avec ces crocodiles en milieu urbain. Kwale Nebié et Issa Kanana, reportage. Un crocodile en pleine ville de Ouagadougou ce mercredi 15 juillet. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Les fortes pluies tombées ce jour ont drainé les sauriens hors de leur biotope. Le parc Bangrou-Yogo, leur milieu, est débordé et l'inexistence de clôture à certains endroits a facilité leur sortie. Le parc urbain Bangrou-Yogo est clôturé. Il y a une clôture physique qui fait 7,5 km de périmètre. Et au temps où cette clôture était en bon état sur tout le périmètre, donc les crocodiles à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. Malheureusement, cette clôture avec le temps s'est dégradée. Et du fait que la clôture soit par endroits inexistante d'ailleurs, donc ça fait qu'il y a des sorties possibles de ces reptiles-là hors du parc. Une situation qui pose du coup un problème de gestion de ces reptiles estimé à plus d'1 millier au sein de Bangrou-Yogo. Pour ce cas précis, où il y a eu la pluie du 15 juillet, et avec une montée, donc le parc s'est gonflé d'eau, donc ça a provoqué un mouvement de crocodiles. Bon, là où ils n'arrivaient pas, à la faveur de l'eau, ils arrivent, ils font, en tout cas, j'allais dire qu'ils sont plus disséminés. Pas de panique donc, ces sauriens sont inoffensifs, sauf en cas de provocation. Quand vous voyez les animaux, vous circulez, vous les voyez au bord des routes, vous pouvez les regarder, mais il ne faut pas les inquiéter. Il y a des curieux qui vont jusqu'à vouloir s'asseoir dessus pour faire des photos. Donc vous comprenez que si quelqu'un perdait sa fesse pour cela, donc on ne pourra pas dire que non, c'est l'animal qui a agressé, mais en réalité, on a agressé l'animal. En attendant, il est prévu un aménagement du parc afin de contenir ces crocodiles dans leur milieu naturel. Donc ça fait que les crocodiles vont recoloniser leur biotope normal et avec l'érection d'une nouvelle clôture, donc les crocodiles ne pourront plus sortir. Donc du coup, c'est peut-être une solution qui est envisagée à terme. Il faut toutefois signaler la présence de ces crocodiles hors du parc en appelant le numéro vert de la police municipale, le 80 0011 03. Et que devient la réserve de Yacouba Sawadogo, sacré lauréat du prix Nobel alternatif 2018. Depuis 2 ans, il est sous les projecteurs. L'homme qui a su arrêter le désert continue de nous émerveiller. Malgré le poids de l'âge, il se fait le devoir d'être un fidèle ami de l'environnement en poursuivant son combat, celui de sauver la nature. Retour dans la forêt du vieux Sawadogo situé à la sortie sud-est de la ville de Waïguia. Kiswen Sida, Irene Kabouré et Moussaki, reportage. Yacouba Sawadogo, l'homme de Gourga aux multiples appellations, le cultivateur qui a repoussé le désert, le dernier rempart à l'avancée du désert ou le fou de Burkina, ou encore le lauréat du prix Nobel alternatif 2018. L'homme fait de la récupération des terres dégradées sa principale mission sur terre. Creuser, mettre les feuilles et les bois morts dans des trous. Ici, pas de répit. Depuis la reconnaissance de son travail au niveau international. Nous faisons cela pour restaurer la flore et permettre aux animaux de vivre ici. Vous savez, c'est un projet pour tout le monde. Bangré Raoga, où le temple du savoir, d'une superficie de 27 hectares, change progressivement de visage. Une retenue d'eau, un hall pour la formation à l'intérieur. Bienvenue alors à l'école de la forêt du vieux Yacouba, autrefois appelée les journées du marché. Je veux des idées pour une vie meilleure. Cette feuille, par exemple, c'est de l'argent si nous mettons notre savoir
dans la recherche. Yacouba Sawadogo prend de l'âge, 74 ans aujourd'hui, et il transmet à son fils le savoir sur les arbres et sur les animaux sauvages. Un héritier qui, après formation à l'École nationale des eaux de forêt, est spécialiste de la production des pépinières, surtout des espèces en voie de disparition. Toutes les plantes qui sont en voie de disparition là, ce sont des espèces utiles que les gens utilisent dans la médecine traditionnelle, comme les Combretum micranthum, les Gyrus senegalensis, les Ficus ingens, et les Ficus platyphila, les Combretacées, les Balanitacées, les Fabacées. Le travail mobilise toute la famille et même les déplacés internes. Ici, les femmes sèment les grains des arbres et les hommes ramassent les cailloux pour les diguettes. Tous ont pris conscience de l'utilité de la nature et décident d'apporter leur soutien aux vieux. Nous sommes ici pour chercher de quoi vivre. Nous avons abandonné nos villages pour l'insécurité. Nous gagnons de l'argent. Le boulot de la famille Sawadogo se complique au fil des temps avec la divagation des animaux. Le lotissement de la ville de Waïguia, les habitations spontanées et la coupe du bois de chauffe sont aussi indexées. Toutes choses qui troublent actuellement le sommet du lauréat du prix Nobel alternatif 2018. Suite de ce journal, que de joie Imasgo dans le Boulkem des Grâces, un natif de la localité. 2000 personnes viennent d'obtenir leur CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé à prix subventionné. Remise de ces précieux sésames en images avec Suleiman Sanou et Isia Kanana. Est-ce qu'avant cette CNIB-là, tu as eu des difficultés? Oui, j'ai eu des difficultés. Je voulais voyager, mais sur la route, il m'a arrêté que je devrais prendre une CNIB. Ces désagréments sur la route sont désormais un souvenir pour Dieudonné Bachono, élève dans la commune de Imasgo. Carte nationale d'identité burkinabé en main, il pourra désormais circuler en toute liberté. Une joie partagée par 2000 personnes de la commune, également bénéficiaires de la carte nationale d'identité burkinabé. Des CNIB subventionnés à hauteur de 5 millions de francs CFA par cet homme, Laurent Gansonré, natif de la localité. La plupart du temps, pour qu'ils puissent rejoindre l'autorité, c'est compliqué. Et deuxièmement, la peur d'aller vers l'autorité aussi s'impose. Et nous avons pensé qu'il était idoine quand même de les accompagner dans notre façon de pouvoir émettre ces pièces d'identité-là pour eux. Plus qu'un acte administratif, la carte nationale d'identité burkinabé ouvre la porte à des affaires pour les populations. Selon le patron de la cérémonie, par ailleurs, président de la Chambre consulaire régionale de commerce du Centre-Ouest. Aujourd'hui, il y a beaucoup de microcrédits, il y a beaucoup de petits banques, il y a certains trucs que le gouvernement a fait. Mais tu n'as pas de papier, tu n'as pas de papier d'identité, tu n'as pas de carte de naissance. Est-ce que tu vas faire comment pour gagner, pour profiter ces bénéfices-là? Donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est bien avec nous des opérateurs économiques. Cette subvention de CNIB en faveur des populations est un geste qui vient s'ajouter à d'autres actions déjà menées par le donateur Laurent Gansonré pour le développement socio-économique de sa commune Imasgo. Autre point de l'actualité, si vous savourez la viande de porc, une adresse, Pabré. C'est là que se trouve le marché exclusivement réservé à la vente du cochon. Mais actuellement, la demande dépasse l'offre. Donc, pour s'en procurer, il faut être matinal car le marché s'ouvre à 3 h du matin pour se refermer au petit matin à 7 h. Un marché atypique à découvrir dans ce reportage de Rasmane Zondi et Sekou Zongo. Pabré, il est 5h15 du matin. Ici, nous sommes sur l'un des plus grands sites pourvoyeurs de cochons de la ville de Ouagadougou. Un marché réservé aux porcs qui se tient tous les jours entre 2 h et 7 h du matin. Un rendez-vous bien matinal pour ses acteurs et dans ce marché, on y retrouve éleveurs, vendeurs, démarcheurs et acheteurs. Chacun d'eux tire son épingle du jeu. Lui, ce n'est pas pareil, toi. Comme vous le voyez, nous vendons des cochons ici et c'est avec ce que nous gagnons que nous gérons nos familles. J'ai amené 5 porcs. On peut dire qu'aujourd'hui le marché a été fructueux, mais hier j'ai eu des pertes. Ce marché existe depuis près de 20 ans, selon Alassane Emmanuel Taoussa. Et en 2 décennies, certains sont passés maîtres dans le choix des bêtes, des vétérinaires de fortune.
Nous avons plusieurs techniques pour détecter l'animal malade et c'est ainsi que nous observons très bien avant d'acheter. Le coût du cochon n'est pas l'inquiétude majeure de ces charcutiers et vendeurs. Les maladies porcines et la disponibilité de l'animal constituent une équation à plusieurs inconnus, disent-ils. C'est à cause des maladies du porc que nous avons moins d'affluence dans notre marché. Et notre souhait, c'est qu'on trouve une solution à cela. Les animaux que nous trouvons ne suffisent pas à approvisionner le marché, mais on force pour ne pas rester à ne rien faire. De 12 000 à 100 000 francs CFA, le porc se vend bien ici. Un marché à ciel ouvert qui nécessite une meilleure organisation selon les premiers responsables. En attendant, ces acheteurs font de bonnes affaires. Direction Ouagadougou. Dans quelques heures, le porc au four sera servi aux clients. Dans tout autre registre, la Croix-Rouge Burkina dépose ses valises dans le Kourouyogo. Sa mission, vous le savez, apporter secours et assistance aux personnes vulnérables. La représentation de Boussé est composée d'une dizaine de membres appelés à ICO, les couleurs de cette institution humanitaire. Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Implantée dans toutes les provinces du Burkina, la Croix-Rouge du Kourouyogo, pour des raisons diverses, connaissait une léthargie et c'est pour donner un nouveau souffle à ce mouvement humanitaire dans la localité qu'une nouvelle structure a été suscitée. Grâce à un digne fils de Boussé qui a voulu que la Croix-Rouge se remette debout, il nous a approchés pour nous demander si on peut l'aider à remettre la Croix-Rouge en selle. Forte de 14 membres, la nouvelle équipe a pour mission de relever le défi de l'assistance humanitaire. Les occasions auxquelles nous allons intervenir, comme partout ailleurs que la Croix-Rouge intervient, suite à des problèmes d'ordre catastrophique, suite à des problèmes de maladie, comme nous vivons le Covid-19, nous avons des déplacés. Nous avons beaucoup de déplacés, des enfants, des femmes, des vieilles personnes qui sont là et qui n'ont même pas un lieu pour travailler, pour cultiver, ils ne savent pas comment faire. Présente au Burkina depuis 1961, la Croix-Rouge a pour mission d'œuvrer au respect de la dignité humaine, prévenir et alléger les souffrances des hommes, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. L'humanitaire donc, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité sont les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. La vie est sacrée et il faut savoir la préserver. L'association catholique Vim Koroshi a tenu vendredi sa première journée nationale pour la vie à travers un panel à Ouagadougou sur la notion de promotion de la vie. De quoi s'agit-il au juste? David Bambara et Aimé Solan-Digma pour plus de précisions. C'est un panel qui réunit toutes les confessions religieuses et les garants de la tradition en vue de mettre en exergue les concepts religieux et traditionnels de promotion et de protection de la vie humaine de la conception à la mort. Le but ultime est d'éveiller les consciences sur la vulnérabilité de la vie humaine et la nécessité de la protéger. L'initiative est de l'association catholique Vim Koroshi. Nous attendons qu'il y ait une grande adhésion de tout le monde. J'ai dit de toutes les confessions religieuses et coutumières, de tout être chrétien, musulman, animiste, à pouvoir avoir un sursaut d'orgueil quant à l'éveil de cette conscience naturelle et à choisir de promouvoir et de lutter pour la sauvegarde de la vie. Experts traditionnels et religieux, tous sont unanimes sur la sacralité de la vie. Ils donnent ici les méthodes et les techniques de promotion et de protection de la vie face au concept actuel de développement et de mondialisation. L'avortement est légal pour les cas de viol, quand la santé de la maman est en jeu. Mais maintenant, on veut que pour toute raison, celui qui veut puisse avorter. Et ça va amener vraiment une hécatombe dans la mesure où pour un rien,
les gens vont se mettre à avorter. Pourtant, il faut aller plutôt travailler à encadrer les comportements sexuels parce que c'est ça le problème. Donc, je suis très contente que les communautés se mobilisent pour pouvoir faire face à cette problématique. Créée en réponse au projet de loi portant légalisation de l'avortement au Burkina, soumis à l'Assemblée nationale en 2017, l'association catholique Vim Koroshi se veut un outil de propagande qui défend la vie. À l'international, les 27 pays de l'Union européenne sont en conclave pour la relance de leur économie ravagée par le Covid-19. Ce fonds de relance est d'environ 75 milliards d'euros. Regardez. L'Union européenne cherche la bonne formule pour relancer son économie en crise à cause du coronavirus. Au centre des négociations se trouve un fonds de 750 milliards d'euros. Les États membres multiplient les calculs qui permettront de défendre mieux les intérêts de chaque capitale. Les conditions de mise en commun de cette dette sont au cœur des difficultés. Ce n'est pas de l'argent néerlandais qui va dans les poches italiennes ou espagnoles. Ce n'est pas un transfert d'un pays aux autres, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui émet de la dette. Et c'est ce qui rend cet instrument différent des précédents. L'autre point de fracture concerne la répartition des subventions et des prêts au sein de ce fonds de relance, ainsi que les conditions d'accès à cette aide européenne. L'idée est de donner de l'argent d'abord et vous aurez un effet positif sur la reprise de l'économie et ensuite les réformes viendront. C'est l'idée derrière l'option des subventions. Les prêts seraient assortis de conditions pour accéder à ces fonds. Cela signifie que d'abord, vous menez ces réformes, il faut s'engager sur ces réformes. Le Premier ministre néerlandais, partisan de la rigueur budgétaire, souhaite des conditions strictes pour obtenir ces fonds européens. Mark Rutte demande que ces décisions soient prises à l'unanimité, avec le risque de voir alors les négociations se prolonger. Dans sa proposition initiale, ce fonds devait être divisé à hauteur de 500 milliards d'euros en subventions et 250 milliards d'euros en prêts. Selon la nouvelle proposition de négociation, la part des subventions diminuerait à 450 milliards d'euros. Le poids des intérêts nationaux pèse en fait toujours très lourd dans ces tractations européennes. Il y aura des élections aux Pays-Bas début 2021 et il y a une pression croissante dans de nombreux États membres et en particulier aux Pays-Bas pour être ferme sur les conditions de négociation. Le populisme profite de cela. L'Italie et l'Espagne, les États membres les plus touchés par la pandémie, appellent à un accord le plus rapidement possible. Rome et Madrid craignent des conséquences toujours plus sévères si un compromis devait être reporté, à commencer par la progression des inégalités sociales. Au moment où l'UE se concerte pour la relance de son économie, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle les pays développés à mettre fin aux inégalités. Les pays riches, dit-il, se sont désolidarisés du reste du monde depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Explication. Le secrétaire général de l'ONU a lancé ce samedi un appel radical pour mettre fin aux inégalités dans le monde. Ce message, adressé notamment aux pays développés, vise à créer un sursaut pour plus de solidarité entre les États. Pour Antonio Guterres, le mouvement Black Lives Matter et la gestion du Covid-19 prouvent qu'il reste du chemin à parcourir. Le Covid-19 a été comme une radiographie qui a révélé des fractures dans le squelette fragile des sociétés que nous avons bâties. Il expose partout des erreurs et des mensonges. Le mensonge selon lequel les marchés libéralisés peuvent offrir des soins de santé pour tous. La fiction selon laquelle les soins gratuits ne sont pas assimilés à du travail. L'illusion que nous vivons dans un monde post-raciste. Le mythe selon lequel nous sommes tous dans le même bateau. Car alors que nous flottons tous sur la même mer, il est clair que certains sont dans des super yachts, tandis que d'autres s'accrochent aux débris, à la dérive. Les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale, a-t-il déclaré dans son discours, une prise de parole prononcée à l'occasion de la date anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de la fidélité tout au long de la semaine. Une autre équipe vous retrouvera dès demain à 13h avec le même plaisir d'informer. À bientôt.